Comment louer un appartement au Vietnam? Un appartement, une maison, un condo. Dans cette vidéo, on va parler des formalités, des conditions d'entrée. On va voir si on peut négocier, si oui, dans quelle mesure. Je vais répondre à des questions fréquentes, très courantes qu'on me pose, et bien sûr, quelques mises en garde, quelques petites choses auxquelles il faut faire attention. Donc on va voir ça maintenant. Avant de démarrer, il y a 3 options viables pour pouvoir louer un appartement ou une maison au Vietnam. La première solution, ça va être bien sûr Airbnb et le site Agoda qui est le meilleur en ce qui concerne les hôtels. Je dirais même pour l'Asie en général, mais en tout cas le Vietnam, c'est Agoda. Ça sert à rien d'aller voir Booking ou autre chose. La deuxième option, ça va être de visiter le site niatot.com qui est un peu le bon coin ou seloger.com du Vietnam. Toutes les annonces, que ce soit des propriétaires directs ou des agents qui vont être intermédiaires, tout se trouve dessus. C'est même pas la peine de contacter des agences immobilières parce que leurs annonces se trouvent sur ce site. Et la troisième option, ça c'est pour les personnes, je pense, qui sont plutôt déjà installées en fait au Vietnam, ça va être de faire des recherches sur le terrain par soi-même, ça va être par exemple à moto, à scooter et d'aller dans les quartiers qu'on cible vraiment, de chercher les panneaux à louer et puis de contacter directement les personnes. Parce que bien souvent les logements, les maisons, les appartements ne sont pas proposés en ligne et le seul moyen en fin de compte de louer, c'est d'aller sur le terrain, de les contacter directement. Et au-delà de ça, il faut savoir qu'il y a aussi les hôtels qui peuvent proposer des locations au mois. Ça c'est pareil, il faut déjà être sur le terrain et puis voir directement, on peut trouver des endroits qui sont très sympa, vraiment bien. Et on peut voir avec l'hôtel, si l'hôtel convient, de demander c'est combien le mois, quelles sont les conditions, etc. Voilà, donc maintenant on va aborder tout ça en profondeur, on va aborder le sujet comme il faut. On va commencer avec Airbnb. Si on cherche un studio sur Airbnb, pour quelque chose qui est assez bien placé et surtout qui va être de qualité, les prix vont tourner entre 240 et 400 € par mois. Si on cherche plutôt de l'hôtel, parce que c'est ce qu'on va retrouver le plus généralement sur ce site, ça va être sur Agoda. Un hôtel sur Agoda se trouve autour de 10 € la nuit. On peut en trouver même bien moins cher, selon les endroits, ça peut être même 5-6 € la nuit. Mais si on veut quelque chose vraiment de qualité, on va dire du standing Ibis peut-être, je sais même pas si ça a pas un peu chuté en France, mais quelque chose de vraiment bien, ça va être du 10-12 € la nuit. Et maintenant on passe au plus intéressant, évidemment, ça va être donc Niatot. Comme j'ai dit, Niatot, c'est un peu le bon coin ou seloger.com du Vietnam. Ce qu'on va retrouver dessus, ça va pas être des hôtels, ça va pas être des locations court terme qui vont être de quelques semaines ou un mois ou 2 mois. C'est vraiment tourné pour de la location sous contrat classique. Donc ça va être de la location longue durée. Et pour de la longue durée, un studio ou un T2, comme d'habitude, avec une qualité acceptable plus, en tout cas au minimum comme en France, sinon un peu mieux, ça va démarrer à partir de 200 € par mois. Et que ce soit à Hanoï, Da Nang ou Ho Chi Minh, on en trouve dans ces prix sans aucun problème. Maintenant, si on cherche un appartement condo, c'est-à-dire un appartement en building, ou en équivalence, on va dire que ça va être du T3, T4 en appartement standard, là les prix vont démarrer à partir de 300 €. On trouve facilement des condos. Comme j'ai dit, des condos, ça va être des studios T2, des grands studios ou alors des bons T2. Sinon, ça va être des T3, T4 sans problème. Ça, je pense que c'est le plus répandu de toute façon au Vietnam, ça va être les maisons de ville maintenant. Une maison de ville, ça on le trouve à partir de 300 € par mois, on en trouve des très corrects, très facilement. Et enfin, on passe à la villa indépendante. On va prendre le classique, la villa indépendante avec piscine. C'est un peu ce que tout le monde rêve d'avoir quand on parle d'expatriation. Au plus bas, on va dire que ça va être 700 € par mois. Même si j'aurais plutôt une tendance à dire que ça va être 1000-1200 € par mois. En moyenne, ça va être plutôt ça les prix. Et je précise évidemment que tous les prix que je donne, c'est vérifiable. Donc vous pouvez aller directement sur le site niatot.com, vous avez tous les tarifs, vous avez toutes les annonces, vous pouvez demander même des visites par visio, etc. Donc les formalités, les conditions d'entrée, alors c'est assez simple. Pour ce qui est de Airbnb ou pour Agoda, je pense que vous connaissez, on paye en ligne et puis c'est réglé, c'est facile. Là, ce qui intéresse vraiment, c'est de parler des contrats classiques. Mais avant, je vais donner une petite information qui est importante. Au Vietnam, la loi oblige à louer les logements sous contrat classique pour une durée minimale de 3 mois. Donc si tu veux louer pour 1 mois, pour 2 mois, c'est pas possible. Pas sous ce type de contrat en tout cas. Et évidemment que tu risques de trouver, si tu cherches, des personnes qui vont accepter de te louer pour 1 mois ou pour 2 mois sous un contrat classique. Le problème, c'est que ce contrat n'a aucune valeur, c'est un logement du coup qui devient illégal, donc clandestin. Et le risque, c'est d'être expulsé, mais pas juste du logement, c'est être expulsé du pays. Ça arrive assez fréquemment, il faut vraiment être conscient de ça.
Si tu veux louer moins, tourne-toi vers Airbnb ou Agoda. Si tu veux du contrat classique, dis-toi que c'est minimum, ça va être 3 mois. Donc on va parler un peu des formalités, les conditions. Donc pour un logement sous contrat classique, aucune source de revenus requise. Il n'y a pas besoin de justifier, d'avoir un contrat de travail, des fiches de paye, etc. Il suffit simplement d'être d'accord sur les tarifs, les loyers, les conditions en fait. Le bail, tout simplement. Tu signes et tu rentres dans l'appartement. C'est immédiat. Pour la caution, normalement, c'est 1 mois de caution. Il arrive qu'on demande 3 mois de caution, ça reste quand même assez rare pour des logements, en tout cas particuliers. Ça reste assez rare, mais ça peut arriver. Et dans de très rares cas, ça va demander 6 mois de caution. Les modalités de paiement, soit on paye au mois par mois, certains vont demander de payer tous les 3 mois, et d'autres, c'est quand même rare, mais ça arrive, ça va être de payer tous les 6 mois. Et là, je vais quand même faire une mise en garde. Les Vietnamiens ne payent que au mois par mois, s'ils louent. Parce que quand même, ils sont quand même beaucoup à être propriétaires en vrai. Pour un contrat classique particulier, il faut payer au mois par mois. Et vraiment, il y a plusieurs raisons à ça, et je vais l'expliquer rapidement. Tu peux très bien visiter un logement, te dire que tout est correct, tout est bien, c'est parfait, etc. Et si tu acceptes par exemple de payer 3 mois, tu payes 1 mois de caution, 3 mois de loyer, et que dans le premier mois où tu arrives, tu t'aperçois qu'il y a des problèmes, je sais pas, des problèmes de cafards par exemple, qu'il y a des infiltrations d'eau, qu'il y a des moisissures, que t'as les voisins qui font du karaoké tous les jours en fait, ou plutôt toutes les nuits. Bref, un problème et que tu ne peux pas supporter ça et tu veux partir, t'as déjà payé 3 mois. Donc déjà, tu reverras pas tes 3 mois, et comme tu pars avant la fin du mois, ta caution non plus. Donc t'as perdu 4 mois de loyer direct. Donc le mieux, c'est 1 mois de caution, 1 mois de loyer. Si ça va pas, c'est pas grave, fais tirer pendant 1 mois, et puis tu pars, t'auras perdu 1 mois de caution, et puis c'est tout. En tout cas, c'est mieux. C'est mieux, surtout si le loyer est quand même élevé. Si par exemple tu prends une maison et que tu payes 1000 euros, tu vas perdre 4000 euros. C'est compliqué. Ou alors 4000 euros et tu vas devoir supporter, tu vas avoir des poches sous les yeux, tu vois. Voilà. Ça, c'est une question fréquente. C'est vraiment de savoir si on peut négocier, puisque l'Asie, le Vietnam, tous négocient. Pour les loyers, oui et non. On peut négocier, mais dans une certaine mesure quand même. Je veux dire, si tu prends un appartement que tu vas louer 200-300 euros par mois, tu pourras pas négocier grand-chose dessus. Si tu négocies quelque chose, bravo, parce que ça va être compliqué. Je dirais que tu as plus de chances de réussir une négociation sur un loyer qui va être assez élevé. Je parle de quelque chose de au moins 800 euros par mois, peut-être 1000 ou 1500 euros par mois. Là, tu peux espérer négocier quelque chose. Après, négocier sur des petits studios, des choses comme ça, c'est très compliqué. Et là encore, il y a des raisons à ça. Une raison d'ailleurs très simple, c'est que les logements partent très vite. T'as l'annonce, parfois elle est postée dans l'heure en fait, c'est déjà loué. Et la plupart du temps, dans la semaine, de toute façon, tout est déjà loué et ça renouvelle à chaque fois comme ça. Donc la pression, elle est sur le demandeur et pas sur le propriétaire. Ce qui fait que le propriétaire, il peut très bien dire non, je veux pas négocier. Parce qu'il s'en fout en fait, il y en a plein d'autres qui vont débarquer ou même qui sont déjà là en fait. C'est pour ça que sur les petits logements, c'est compliqué quand même de négocier les choses, il y a beaucoup de demandes. Maintenant, on va passer aux questions fréquentes. On me répète très souvent les mêmes questions, donc je me suis dit, c'est bien de faire rentrer ça sur la vidéo, comme ça, j'ai plus besoin de me répéter, en fait, j'ai juste envoyé la vidéo. Beaucoup plus simple. Je vais commencer avec la plus courante, c'est « Puis-je louer un logement avec un visa touristique ?» La réponse est oui, évidemment que tu peux, mais il faut bien respecter la durée de 3 mois sur ton contrat de location. Voilà, le problème, c'est ça, c'est visa touristique, c'est 90 jours. Si tu prends une location 3 mois, tu pourras pas prendre la location avant d'arriver. Donc tu vas peut-être passer d'abord une semaine au Vietnam, le temps de trouver ton logement, et en fin de compte, tu vas payer peut-être pour moins en fait, peut-être pour 80 jours, tu vois ce que je veux dire. Si tu fais un visa run, ça peut être intéressant, voilà, si tu es dans l'idée de faire des visa run, ok. Mais en tout cas, voilà, avec un visa touristique, tu peux. Après, c'est à toi de réfléchir à la chose et t'organiser en conséquence. Question suivante. Puis-je héberger des amis ou de la famille qui me rend visite? La réponse est oui si le propriétaire l'autorise par écrit et que les personnes hébergées sont déclarées auprès de la police dans les 24 heures. Parce que l'hébergement d'étrangers est soumise à la déclaration de résidence des étrangers auprès de la police. C'est la loi au Vietnam, sinon c'est amende et ça peut même aller plus loin, mais généralement c'est juste une amende, mais voilà, c'est obligatoire. Puis-je utiliser cette adresse pour y créer mon entreprise? Alors oui, tu peux, mais il faut que le contrat soit un contrat de location commerciale. C'est vraiment important. Et surtout, il faut que l'activité de ton entreprise soit clairement indiquée dans le bail et autorisée par le propriétaire. Ces deux choses-là, c'est non négociable parce que c'est vraiment obligatoire. Et je vais finir avec une petite question groupée. Combien coûte Internet, l'électricité, l'eau? En général, Internet, c'est fourni dans tous les logements. Les propriétaires le fournissent, c'est compris dans le prix du loyer. Si vraiment c'est pas fourni ou que tu veux ta propre box, tu peux toujours en prendre une auprès de FPT Télécom. T'as la box qui coûte, j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est 100 000 par mois, ce qui fait du 3,40 €.
à peu près 3,30 € par mois. C'est de la fibre, tu as 100 mégas, il me semble, donc c'est costaud, ça envoie, c'est bien, voilà, et puis c'est pas cher. L'électricité, bon, je vais pas redonner les prix parce que je les ai déjà donnés dans une précédente vidéo. En gros, je vais juste dire, pour une personne seule, qui vit dans un studio ou T2, qui fait tourner la clim, disons, 12 heures par jour, en gros, tu vas t'en tirer pour 30 à 50 € par mois d'électricité. T'as une machine à laver, t'as ton réfrigérateur, ton congélateur, la clim qui tourne souvent, le PC, la télé d'allumer. C'est à peu près ça. Et pour l'eau, pareil qu'Internet, généralement c'est compris dans le loyer. Si c'est pas compris, tu paieras pas plus de 100 000 par mois. Et ça comprendra l'eau, les ordures ménagères, peut-être d'autres choses comme le nettoyage qui peut être pris en charge d'ailleurs par le propriétaire. Et maintenant, on va passer aux mises en garde. Je sais, on va me dire, t'es un rabat-joie, et gna gna gna. Mais franchement, c'est important, je pense, d'avoir conscience, d'avoir connaissance de quelques petites choses qui peuvent arriver parfois. Et je vais commencer avec le truc le plus important. Quand tu as ton contrat de location, tu vérifies le nom du propriétaire qui est indiqué dessus et tu lui demandes sa carte d'identité. Il faut que tu vérifies bien que c'est bien lui qui loue. Et si possible, mais ça c'est surtout pour ceux qui vont louer un local commercial, pour une entreprise, ça va être de demander le titre de propriété. Il faut demander le titre de propriété, tu regardes le nom qui est indiqué dessus, la carte d'identité et le nom sur le contrat de location. Il faut que tout soit pareil. Sinon, c'est que la personne, en fait, elle sous-loue, peut-être elle n'a pas d'autorisation, en tout cas, il y a un problème. C'est pas le propriétaire qui te loue. Aussi, les gens prennent la confiance parce que on sympathise, c'est vrai. Les Vietnamiens, ils ont le sourire, ils sont agréables, etc. Et du coup, on baisse la garde. Et là où je veux faire justement une petite mise en garde, ça va être de garder des traces de tous les paiements. Tous les paiements, que ce soit en cash ou en ce que tu veux, il faut pas hésiter. Au Vietnam, les photos, les vidéos ont une valeur juridique. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout le temps prendre une photo de l'argent, même si c'est juste l'argent seul comme ça, et tu envoies cette photo sur Yalo par exemple, tu vois, ou le WhatsApp, comme tu veux, au propriétaire. Il faut conserver ces discussions, ces échanges, et quand tu redonnes l'argent, même quand tu rentres dans le loyer, tu vois, que tu payes en cash pour rentrer dans le loyer, tu prends une photo, tu vois, tu prends les billets, la tête du propriétaire sur le côté, et tu prends la photo des deux. Ça prouve que tu as bien donné l'argent. Entre guillemets, ça prouve en tout cas que l'argent était bien là, le propriétaire était bien là. Et ça, c'est vraiment important. Je vais pas rentrer trop dans le sujet, mais une personne s'est fait avoir il y a pas longtemps avec ça. Et ça lui a coûté beaucoup, je sais plus combien, mais plus de 3 000 €, peut-être 3 500 €, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment faire attention avec ces choses. Mise en garde logique, j'ai envie de dire, c'est d'écrire sur le bail absolument tous les équipements et surtout tout ce qui est déjà abîmé. Et éventuellement même de prendre des photos. Si plus tard il y a des problèmes dans le logement, comme des infiltrations d'eau ou des choses comme ça, ne pas hésiter à faire des vidéos, des photos, d'envoyer ça immédiatement au propriétaire, de conserver toutes les discussions. En fait, il faut conserver des preuves d'absolument tout. On ne sait jamais. Je sais bien que 99% du temps, il se passe rien, les personnes sont tout à fait correctes, il n'y a pas de problème. Sauf que les 1% du temps, ça fait mal. Il y a des personnes qui ont des problèmes, que ça fait vraiment mal au portefeuille, quoi. On parle de plusieurs milliers d'euros parfois qui peuvent être arnaqués parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on dit oui, ça va, c'est bon, mais non, mais il est gentil. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions, du sujet. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, à mettre un like, à t'abonner, etc., etc. Après, si tu as vraiment besoin d'aide, que tu as vraiment des questions poussées, je t'invite à rejoindre le Patreon. Je mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Et puis voilà. Peace.